On s'est déjà demandé qui décide des règles de la langue qu'on parle tous les jours. Est-ce qu'une langue, ça évolue tout seul, de façon organique? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui tire les ficelles? Allez, on plonge aujourd'hui dans cette question vraiment fascinante du façonnage de nos langues. Prenez une loi pour protéger une langue, ou bien la sortie d'un nouveau dictionnaire, ou encore une réforme de l'orthographe. À première vue, ça semble assez différent, n'est-ce pas? Et pourtant, tout ça a un point commun fondamental. Ce sont, en fait, différentes facettes d'une même action. Une action bien réfléchie que les spécialistes appellent l'aménagement linguistique. Mais attention, l'idée même de ce qu'est l'aménagement linguistique n'a pas toujours été la même. Loin de là. Elle a énormément évolué avec le temps. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va faire un petit voyage dans le temps et explorer les 3 grandes phases de son histoire. Voilà notre feuille de route. Tout a commencé dans les années 50 avec une vision très technique, qu'on appelle la conception linguistique. Ensuite, le monde a bougé et le concept a dû s'élargir pour devenir sociopolitique. Et enfin, plus récemment, on est passé à une approche beaucoup plus administrative. On va regarder ça de plus près. Alors, commençons par le début, la conception linguistique. Le point de départ, c'est cette définition d'Einar Haugen, un vrai pionnier du domaine, qui date de 1959. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'aménagement était vu avant tout comme une tâche technique. Le but, c'était de créer les outils de base, une grammaire, un dictionnaire, une orthographe, pour standardiser une langue. Pour le dire simplement, on pourrait imaginer qu'au début, les experts se voyaient un peu comme des architectes ou des ingénieurs de la langue. Leur boulot, c'était de construire la structure, les fondations, les murs, pour que la langue soit solide et la même pour tout le monde. Une sorte d'ingénierie linguistique, comme on disait. Sauf que voilà, le monde change. Les années 60-70, c'est l'époque de la décolonisation. Plein de nouveaux pays apparaissent et se retrouvent face à des défis linguistiques immenses. Il ne suffisait plus de créer une grammaire. Non, il fallait gérer des dizaines de langues, construire une identité nationale. Bref, la vision purement technique ne tenait plus la route. Et c'est là qu'arrive la conception sociopolitique. Le changement de perspective est radical. On ne se demande plus seulement comment on standardise une langue, mais surtout pourquoi on le fait et pour qui. L'aménagement linguistique devient alors un outil politique, un moyen de résoudre des problèmes de société. Par exemple, quelle langue choisir comme langue nationale? Comment valoriser les langues locales? Allez, on avance à la 3e étape, la conception technico-administrative. Ici, on revient à quelque chose de plus pragmatique. L'aménagement, c'est avant tout la mise en application concrète des décisions de l'État. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la fameuse distinction entre l'aménagement du statut, c'est-à-dire le rôle de la langue dans la société, et l'aménagement du corpus, qui concerne la structure de la langue elle-même. Le problème, avec toutes ces évolutions, c'est qu'une certaine confusion a commencé à s'installer. La ligne de séparation entre la politique linguistique, qui est la prise de décision, et l'aménagement linguistique, qui est l'action, est devenue de plus en plus floue. Et là, c'est la preuve par l'image. Regardez bien ces 2 définitions. Elles viennent du même dictionnaire, de 1999. L'une pour l'aménagement, l'autre pour la politique. Franchement, c'est presque la même chose. Ça montre bien à quel point c'était devenu confus, même pour les experts. Alors, comment on sort de cette impasse? Eh bien, le souci, c'est que toutes ces définitions avaient un point aveugle. En se concentrant uniquement sur l'action de l'État, des institutions, elles oubliaient un acteur absolument essentiel. Elles étaient en fait incomplètes. Il fallait donc une nouvelle approche, une définition plus large qui puisse enfin réconcilier tout ça et surtout qui colle un peu mieux à la réalité du terrain. Et la voici. Bon, elle a l'air un peu compliquée comme ça, mais en fait, elle est super éclairante. On va la décortiquer. Le mot-clé ici, c'est double processus. Ça veut dire que l'aménagement linguistique n'est pas une seule chose, mais le résultat de l'interaction entre 2 forces, la régulation officielle et l'autorégulation. Et ça, c'est vraiment le cœur de la vision moderne. L'évolution de nos langues, ce n'est pas juste une décision qui vient d'en haut. Ça vient aussi et surtout d'en bas. C'est ce double mouvement qui est essentiel. Ce tableau résume tout ça parfaitement. D'un côté, on a la régulation officielle. Ça, c'est l'État, les académies, les institutions, bref, les décisions planifiées. Et de l'autre, on a l'autorégulation, et ça, c'est nous tous, les familles, les médias, les groupes d'amis. Ce sont tous nos choix de tous les jours qui, mis bout à bout, font évoluer la langue de manière complètement naturelle, organique. Donc si au début, on voyait l'aménagement comme de l'architecture, avec un plan fixe et rigide, cette nouvelle vision est beaucoup, beaucoup plus dynamique. Ce n'est plus un bâtiment qu'on construit. Non, c'est plutôt une danse, une interaction permanente entre les règles officielles et la façon dont les gens utilisent, jouent et inventent la langue au quotidien. Alors, pour résumer tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'aménagement linguistique, ce n'est pas juste ce que les gouvernements décident dans leur coin.
C'est une dynamique bien plus complexe que ça. C'est un dialogue constant entre les interventions planifiées d'un côté et la vie foisonnante et organique de la langue de l'autre. Et ça nous amène à une dernière petite question, une question de fond. Au jour le jour, dans la vraie vie, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la façon dont une langue évolue ? Est-ce que ce sont les règles de l'académie, les lois, ou bien simplement les mots, les blagues et les expressions qu'on s'échange entre nous ? C'est une bonne question à garder en tête.